Du sang sur la neige et un lourd coffre d'or. C'était le prix exorbitant pour une épouse humaine. Le roi Lycan du Nord ne désirait pas une amante. Il a acheté une comptable pour sauver sa forteresse en ruine. Ce qu'il a obtenu, c'est une femme qui tenait tête au monstre et le faisait rire. Le vent qui hurlait à travers les pics déchiquetés des montagnes d'Ethelgard portait l'odeur du pain, du fer et le musc indéniable de la bête mouillée. Tout en haut de la vallée perfide se dressait la porte du loup, une immense forteresse de pierre noire en ruine qui abritait la meute corne de fer. À sa tête se trouvait le roi Garrick. Garrick n'était pas un roi de soie et de velours. C'était un roi d'os, de sang et de survie constante et angoissante. Haut de près de 2 mètres, son corps était une tapisserie de cicatrices argentées. Il les avait gagnés au cours de décennies à défendre son territoire. Il luttait contre des meutes de renégats et les armées humaines qui empiétaient sur ses terres. Mais si ses griffes pouvaient déchiqueter un homme en quelques secondes, elles ne pouvaient pas tenir une plume. Elles ne pouvaient pas équilibrer le trésor du royaume qui s'amenuisait, ni négocier les tarifs complexes sur le grain nécessaires pour empêcher son peuple de mourir de faim lorsque l'hiver rude et brutal s'abattait. Les Lycans de la meute corne de fer étaient des guerriers légendaires, mais de très mauvais gestionnaires. Leur forteresse tombait en morceaux. Les gardes-manger étaient mal gérés, et l'or de la meute s'épuisait à cause de mauvais échanges et de vols internes. Garrick avait besoin d'un intendant, mais les intendants humains le volaient, et les intendants Lycans réglaient les différends en s'arrachant la gorge les uns les autres. Il avait besoin de quelqu'un qui lui soit lié par la loi, quelqu'un qui possédait l'intelligence froide et calculatrice de la noblesse humaine, mais qui ne pourrait pas le trahir sans se détruire elle-même. Il avait besoin d'une épouse. Mais pas n'importe quelle épouse, une épouse pratique, impitoyable et totalement dénuée de romantisme. La transaction fut menée avec l'efficacité froide d'un marché aux chevaux. Garrick envoya ses émissaires dans le territoire humain appauvri de la maison Croft. Le seigneur Edric Croft était noyé sous les dettes de jeu et cherchait désespérément de l'argent. Pour 3 coffres d'argent Lycan pur, Edric vendit avec joie sa fille aînée, Madeleine. À 26 ans, Madeleine Croft était considérée comme une vieille fille tragique dans les cours humaines. Elle ne possédait aucune beauté délicate. Ses traits étaient anguleux, ses cheveux d'un brun souris sévère, et ses yeux d'un gris glacial et calculateur. Elle n'avait pas la grâce minaudière de ses jeunes sœurs, préférant les archives poussiéreuses du domaine de son père à la salle de bal. Lorsque le seigneur Edric l'informa qu'elle allait être mariée au sauvage roi Lycan du Nord, Madeleine ne pleura pas. Elle demanda simplement 3 lourdes capes de laine et sa collection personnelle de registres comptables. Elle savait ce qu'elle était, une marchandise. Si elle devait être vendue à une bête, elle s'assurerait au moins que l'antre de la bête soit correctement isolé. Lorsque l'escorte de la corne de fer la fit monter par le col de montagne perfide, les hommes s'attendaient à ce que leur nouvelle reine tremble. Le voyage était éprouvant, la calèche humaine cahotant sur la boue gelée. Pourtant, Madeleine restait assise bien droite, vérifiant agressivement un livre d'inventaire relié en cuir. Elle ignorait complètement les énormes loups aux yeux jaunes qui suivaient sa calèche à travers la lisière des arbres. À son arrivée dans la cour de la porte du loup, la scène était un chaos primitif. Des guerriers Lycans à moitié vêtus de fourrures et de cuir se battaient brutalement dans la boue. L'odeur de la viande rôtie se mêlait à la puanteur des corps non lavés et de la bière aigre. Garrick se tenait en haut du grand escalier de pierre, une silhouette imposante et terrifiante se découpant sur le ciel gris. Ses yeux dorés se fixèrent sur la calèche. Il s'attendait à une jeune fille terrifiée et en larmes. Il s'attendait à devoir aboyer des ordres pour empêcher ses hommes de la terroriser à mort. Au lieu de cela, la porte de la calèche s'ouvrit et Madeleine sortit. Elle n'attendit pas qu'on lui tende la main. Elle tira ses lourdes jupes hors de la gadoue, jeta un long regard circulaire sur la cour chaotique et tachée de sang, puis croisa le regard du roi Lycan. Garrick descendit les escaliers, ses lourdes bottes craquant sur le givre. Lorsqu'il l'atteignit, il laissa un grognement sourd et grondant vibrer dans sa poitrine. C'était une démonstration de dominance standard, destinée à établir son autorité absolue. Madeleine ne sourcilla pas. Elle ajusta son épais châle de laine et pointa un doigt ganté vers le côté droit de la cour. « Vos silos à grains sont entièrement mal construits, » dit Madeleine, sa voix nette et portant parfaitement par-dessus le vacarme des guerriers.
La pierre est poreuse, et le ruissellement des écuries s'infiltre directement dans les fondations. Vous perdez au moins 30% de votre récolte d'hiver à cause de la moisissure noire. Pas étonnant que vous ayez dû m'acheter. Vous perdez de l'or par pure incompétence. Le silence s'abattit sur la cour. Les guerriers qui se battaient se figèrent. Quelques-uns se déplacèrent nerveusement, attendant que leur roi impulsif envoie cette femme humaine insolente dans la boue d'un revers de la main. Garrick la regarda de haut. Ses yeux gris rencontrèrent ses yeux dorés sans la moindre trace de peur, seulement une profonde irritation bureaucratique. Il regarda les silos à grains. Il regarda de nouveau sa nouvelle épouse. « 30% » demanda Garrick, sa voix profonde raclant comme des pierres. « Au moins » répondit Madeleine, passant devant lui pour désigner un tas de bois pourri. « Et ces palissades sont structurellement instables. Si nous ne les renforçons pas avant la première grosse chute de neige, le mur s'effondrera. Je suppose que j'ai un bureau. J'aurai besoin des registres financiers du château des 5 dernières années, d'une théière de thé noir bien fort et d'un feu qui ne fume pas. Montrez-moi le chemin, votre grâce. » Elle passa devant le prédateur le plus dangereux du royaume du Nord, entièrement concentré sur l'état délabré du château. Garrick resta figé un instant. Une sensation étrange et inconnue palpita dans sa poitrine. Il lui fallut un moment pour la reconnaître comme du soulagement. Il avait payé pour une épouse pratique, mais il n'avait pas réalisé qu'il avait acheté une dictatrice. « Suivez-la » aboya Garrick à ses gardes stupéfaits, un léger tic d'amusement presque invisible tirant le coin de sa bouche balafrée. « Et réparez ces maudits silos à grains. » Le mariage fut consommé par un contrat juridiquement contraignant, signé dans la grande salle. Les témoins étaient une meute de guerriers sauvages qui ne comprenaient pas un mot du jargon juridique dense que Madeleine avait rédigé. Il n'y eut pas de grand festin, pas de cérémonie du coucher, principalement parce que Madeleine avait informé le roi qu'un festin épuiserait gravement leur réserve de viande et qu'elle était bien trop occupée à vérifier les comptes du trésor pour s'occuper de sa chambre à coucher. Garrick, épuisé par une escarmouche à la frontière ce matin-là, avait simplement grogné son accord, signé le parchemin et était allé dormir dans ses propres quartiers. En l'espace de 3 semaines, Madeleine mit la porte du loup sens dessus-dessous. Elle n'essaya pas d'apprendre leurs coutumes, ni de gagner leur amour. Elle gagna leur obéissance par une terreur administrative pure et simple. Lorsque les guerriers lycans refusèrent de nettoyer la grande salle, elle ferma simplement l'armurerie et confisqua les pierres à aiguiser. Lorsque les cuisiniers se plaignirent qu'elle rationnait les épices importées, elle remplaça leur ration de bière par de l'eau de puits jusqu'à ce qu'ils capitulent. La meute était en émoi, mais remarquablement, la forteresse commença à fonctionner. Les salles étaient nettoyées, les toits étaient réparés, et les réserves d'hiver étaient enfin correctement cataloguées. Cependant, tout le monde n'était pas amusé par la reine humaine. Gideon, le bêta de Garrick et son second, ressentaient une profonde aversion pour Madeleine. Gideon était une brute massive et balafrée qui croyait que les Lycans devaient prendre ce dont ils avaient besoin par le sang et la conquête, pas par le commerce et le rationnement. Ils voyaient le contrôle de Madeleine sur le trésor comme une insulte à leur nature sauvage. Par un après-midi froid, Madeleine était dans son bureau, les mains tachées d'encre, essayant de déchiffrer l'écriture épouvantable du quartier-maître précédent. La porte s'ouvrit violemment, rebondissant contre le mur de pierre avec un craquement. Gideon entra dans la pièce d'un pas menaçant. Il était dans son état semi-transformé, un hybride terrifiant d'homme et de loup. Ses griffes entaillaient le plancher en bois. Ses crocs étaient dénudés, de la salive dégoulinant sur les tapis. C'était une démonstration terrifiante, destinée à faire s'évanouir n'importe quel humain. Gideon abattit ses énormes mains griffues sur le bureau de Madeleine, brisant un encrier. « Vous avez refusé ma demande de 50 têtes de bétail pour la garde du Sud, » gronda-t-il, son souffle chaud lui effleurant les cheveux. « Vous oubliez votre place humaine. Vous êtes une reproductrice achetée, pas l'alpha de cette meute. » Madeleine posa lentement sa plume. Elle regarda l'encrier brisé, puis le visage monstrueux de Gideon. « Cette encre a été importée de la mer de l'Est, » dit Madeleine d'un ton neutre. « Elle coûte 2 pièces d'argent le flacon. Je déduis le coût de son remplacement de votre salaire personnel. » Gideon cligna des yeux, son grognement furieux se transformant en un regard de confusion absolue. « Vous ne m'avez pas entendu? Je pourrais vous briser le cou avec 2 doigts. »« Et alors vous devriez équilibrer vous-même les registres de l'hiver, » répondit Madeleine, prenant un chiffon pour essuyer calmement son bureau. « Quant au bétail,
Vous avez demandé 50 têtes pour un poste frontière, qui abrite exactement 12 hommes. À moins que chaque homme ne mange une vache entière tous les 3 jours, ce qui est biologiquement impossible même pour votre espèce sans mourir de la goutte. Soit vous gaspillez de la nourriture, soit vous déplacez des provisions ailleurs. Demande refusée. Maintenant, sortez de ma lumière, Gideon. Vous faites de l'ombre à mes rapports fiscaux. Garrick, qui avait entendu l'agitation depuis le couloir, se tenait appuyé contre le cadre de la porte, observant la scène. Il regardait son terrifiant bêta, un guerrier qui avait arraché la tête de seigneur de guerre ennemi, se tenir là, complètement abasourdi, surpassé par une femme, armée d'un chiffon et d'un registre. Gideon laissa échapper un gémissement frustré et confus, tourna les talons et sortit de la pièce en trombe, en prenant soin de ne pas entailler le plancher en sortant. Quand la pièce fut vide à l'exception d'eux deux, Garrick entra enfin. Il regarda Madeleine, qui trempait déjà une nouvelle plume dans un encrier de rechange. « Vous ne montrez aucune peur, nota Garrick, sa voix profonde résonnant dans le bureau silencieux. « La peur est improductive, dit Madeleine sans lever les yeux. De plus, s'il avait voulu me tuer, il l'aurait fait avant de renverser l'encre. C'était une démonstration théâtrale. Je n'ai pas de temps pour le théâtre. » Ce soir-là, la tension dans le château atteignit son paroxysme. Dans la grande salle, une dispute éclata au sujet d'une carcasse de cerf fraîche. 2 factions rivales au sein de la meute, agitées par les nouvelles rations strictes, sombrèrent dans une bagarre brutale et sanglante. Des tables furent brisées, de la bière fut renversée, et les sons de bêtes grondantes résonnèrent contre les plafonds voûtés. Garrick, assis à la table d'honneur, se leva, se préparant à rugir pour soumettre sa meute. Habituellement, il devait battre physiquement les alphas des factions pour mettre fin à ces disputes. Mais avant qu'il ne puisse descendre, un sifflement aigu et perçant déchira la salle. Madeleine se tenait sur un banc, 2 doigts dans la bouche. Le choc pur de ce bruit si peu féminin fit hésiter quelques-uns des lycans en train de se battre. « Personnel de cuisine !» cria Madeleine, sa voix résonnant d'une autorité absolue. « Apportez l'eau sale. » Avant que quiconque ne puisse réagir, les lourdes portes de la cuisine s'ouvrirent. Une douzaine de serviteurs humains terrifiés entrèrent en courant, transportant d'énormes seaux d'eau grise, glacée et nauséabonde, les restes du lavage des légumes racines et des sols de l'abattoir. Suivant les instructions préalables et très spécifiques de Madeleine, ils jetèrent l'eau glacée et putride directement sur les loups-garous en pleine bagarre. Le choc de l'eau glaciale et immonde brisa instantanément leur soif de sang. Les lycans massifs et terrifiants se tenaient là, tremblants, dégoulinant d'épluchures de pommes de terre et d'eau boueuse, l'air tout à fait pathétique. « Les bagarres détruisent les meubles », déclara Madeleine à voix haute, descendant du banc. « Les meubles coûtent de l'argent. Quiconque a participé à cette bagarre perdra ses rations de viande pour les 14 prochains jours. Vous mangerez de l'avoine bouillie jusqu'à ce que vous appreniez à vous comporter comme des êtres civilisés au lieu de chiots sauvages. Que quelqu'un aille chercher une serpillière. » La grande salle était silencieuse. Les guerriers les plus redoutables du Nord regardaient les épluchures de pommes de terre collées à leur fourrure, complètement réprimandées. À la table d'honneur, Garrick fixait sa femme. Il regarda les guerriers tremblants, puis Madeleine, qui époussetait méticuleusement une particule de poussière de sa manche. Son étrange commença dans la poitrine de Garrick. Il commença comme un grondement sourd, et la meute tressaillit instinctivement, pensant que le roi était sur le point d'infliger une punition sanglante. Mais le grondement grandit, montant dans sa gorge jusqu'à ce qu'il éclate à l'air libre. Garrick rejeta la tête en arrière et rit. C'était un son retentissant, riche, qui faisait trembler la terre. Il résonna à travers les chevrons, surprenant les chauves-souris dans le beffroi. La meute le regarda, choquée. Personne n'avait entendu le roi rire depuis la dernière guerre sanglante, il y a 10 ans. Il rit jusqu'à ce que des larmes piquent les coins de ses yeux dorés, se tenant le ventre en regardant ces guerriers féroces et sanguinaires vaincus par de l'eau de légumes racines et la menace de flocons d'avoine. Madeleine se tourna vers lui, un sourcil levé en signe de légère désapprobation. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, votre grâce. Le coût de remplacement de ces bancs va retarder notre budget de 3 jours. Vous êtes, réussit à dire Garrick, reprenant son souffle et essuyant une larme de sa joue balafrée, la créature la plus terrifiante de cette forteresse. » Il descendit de l'estrade, ignorant les loups mouillés et boudeurs, et se dirigea vers elle. Pour la première fois,
Il ne la regarda pas comme un bien acheté. Il la regarda avec une admiration profonde et sincère. Il tendit sa main massive et balafrée, repoussant doucement une mèche rebelle de cheveux bruns derrière son oreille. Le contact était étonnamment doux, et pendant une seconde fugace, la pragmatique et inébranlable Madeleine sentit une étrange rougeur traîtresse monter à ses joues. De l'avoine bouillie, gloussa doucement Garrick, se penchant pour que seule elle puisse l'entendre. « Rappelez-moi de ne jamais vous contrarier, ma reine. » Mais la légèreté était destinée à être de courte durée. Plus tard cette nuit-là, bien après que la salle ait été nettoyée, Madeleine était assise seule dans son bureau, le château silencieux autour d'elle. Elle comparait les rapports de grains manquants des silos du Sud au bétail manquant que Gideon avait demandé. Elle fit glisser son doigt le long des colonnes. Ce n'était pas seulement de l'incompétence. Les chiffres étaient trop précis. Gideon ne gaspillait pas la nourriture, il la stockait. Il détournait de l'argent, du grain, et l'acheminait toujours vers la crête ouest, une zone supposée abandonnée. Les yeux gris de Madeleine se plissèrent. On l'avait amenée pour mettre de l'ordre dans la maison du roi, mais il semblait qu'elle avait découvert un complot de trahison. Gideon levait une armée rebelle pour renverser Garrick. Elle ferma le registre d'un bruit sourd. Elle ne ressentit pas de panique. Elle ressentit une profonde irritation. Une guerre civile, calcula-t-elle, serait dévastatrice pour son budget d'hiver. Il était temps de montrer à son mari à quel point elle pouvait être pratique. Madeleine ne haleta pas d'horreur. Elle ne courut pas frénétiquement à travers les couloirs sombres et froids de la porte du loup pour se jeter dans les bras de son mari et pleurer sur le désastre imminent. De telles simagrées étaient totalement improductives et brûlaient des calories inutiles. Au lieu de cela, elle trempa simplement sa plume dans son encrier de rechange, ajusta ses lunettes à monture métallique et commença à rédiger un ordre de réquisition très détaillé. Si Gideon constituait une armée rebelle sur la crête ouest, il le faisait sur son budget. C'était une insulte qu'elle ne tolérerait pas. Le lendemain matin, la grande salle était tendue. La meute mangeait toujours de l'avoine bouillie et l'humeur collective était plus mauvaise qu'un marécage stagnant. Garrick était assis sur sa lourde chaise en bois, ses yeux dorés scrutant son peuple, sentant la friction sous-jacente. Il savait que son bêta Gideon était agité. Il savait que les lois humaines strictes que sa nouvelle femme appliquait heurtaient leurs instincts sauvages. Mais Garrick savait aussi que pour la première fois en 5 ans, le château était chaud, et les réserves d'hiver étaient réellement pleines. Madeleine entra dans la salle précisément à 8 heures. Elle portait une énorme pile de livres reliés en cuir, flanquée de 2 serviteurs humains qui peinaient à porter un lourd tableau noir en ardoise. « Silence, s'il vous plaît !» annonça Madeleine, en tapant vivement dans ses mains. Le son sec résonna contre les murs de pierre, captant immédiatement l'attention de la meute. Garrick se pencha en avant, posant son menton sur son poing balafré, profondément fasciné par ce qu'elle s'apprêtait à faire. « J'ai terminé l'audit préliminaire d'automne », déclara Madeleine, ordonnant aux serviteurs d'installer le tableau près de la table d'honneur. « Et j'ai découvert plusieurs anomalies graves dans notre chaîne d'approvisionnement logistique. Des anomalies que je vais maintenant exposer à toute la meute. » Gideon, assis près du feu, laissa échapper un ricanement dédaigneux. « Nous n'avons que faire de tes chiffres humains, sorcière. Laisse les affaires de la meute aux loups. Quand les loups apprendront l'arithmétique de base, je me retirerai volontiers dans mes appartements, » rétorqua Madeleine en douceur, prenant un morceau de craie blanche. « Jusque-là, soyez attentifs. » Elle traça une ligne droite et nette, au centre du tableau, organisant ses découvertes avec une précision absolue. Madeleine tapota la craie contre le tableau, le clac-clac sec résonnant dans la salle silencieuse. Comme vous pouvez le voir, 50% de nos ressources manquantes n'ont pas été perdues à cause de la nature ou de mauvais échanges. Elles ont été systématiquement détournées par notre bêta, Gideon, vers la crête ouest. De plus, les registres de marchands falsifiés ont été signés avec un sceau de cire que j'ai personnellement vérifié par rapport à la chevalière privée de Gideon. Il fournit une armée de mercenaires pour orchestrer un coup d'État contre le roi Garrick. Le silence qui suivit fut absolu. Il était si calme qu'on pouvait entendre le feu crépiter dans l'âtre. Les Slickens regardèrent le tableau, puis Gideon. Dans leur culture, un défi pour le trône se réglait dans un cercle de sang et de boue, nus et hurlant. Renverser un alpha par le détournement de fonds et des stocks secrets était considéré comme l'acte de lâcheté ultime. Le visage de Gideon devint d'un rouge profond et dangereux.
Ses yeux s'embrasèrent de jaune, et ses ongles s'allongèrent en griffes noires et déchiquetées. « Menteuse, prostituée humaine !» rugit-il, donnant un coup de pied si violent dans son banc qu'il se brisa contre le sol en pierre. « Tu as fabriqué ces chiffres pour monter mon alpha contre moi. »« Je ne fabrique pas de chiffres, » répondit froidement Madeleine. « Les chiffres sont purs. C'est votre trahison qui est désordonnée. Vous avez également mal calculé le ratio de nourriture pour le bétail. Ils mourront de faim au milieu de l'hiver si vous les gardez parqués dans ces grottes spécifiques. C'est une planification terriblement inefficace. » Avec un grognement assourdissant, Gideon se jeta à travers la pièce. Il se transforma en plein vol, ses vêtements se déchirant alors qu'une épaisse fourrure grise jaillissait de sa peau, sa mâchoire s'allongeant en un museau terrifiant et baveux. Il visait directement la gorge de Madeleine. Madeleine ne bougea pas. Elle soupira simplement, agacée qu'il saigne sur son sol propre. Avant que Gideon ne puisse la rejoindre, une masse floue de fourrure noire et de cicatrices argentées l'intercepta. Garrick percuta son bêta, la force de leur impact secouant les fondations mêmes de la salle. Les deux bêtes massives roulèrent sur la pierre, se mordant, se griffant et se déchirant dans un tourbillon de fureur primitive. Le combat fut brutal, mais remarquablement court. Garrick était le roi Lycan pour une raison. Avec un craquement écœurant, Garrick plaqua Gideon au sol, ses mâchoires massives fermement serrées autour de la gorge de son bêta, juste assez pour faire couler le sang et exiger une soumission absolue. Gideon gémit, reprenant sa forme humaine, nu et saignant sur la pierre froide. Garrick se tenait au-dessus de lui, respirant lourdement, essuyant le sang de son menton. Il regarda le traître, ses yeux dorés brûlant de trahison. « Enfermez-le dans les cachots profonds », aboya Garrick à ses gardes. « Je déciderai de son exécution avant la tombée de la nuit. » Alors que les gardes emmenaient le bête à traître, Garrick se tourna vers sa femme. Madeleine essuyait nonchalamment la poussière de craie de ses doigts avec un mouchoir en lin. « Vous avez découvert une rébellion, » dit Garrick, sa voix un grondement bas et rauque d'incrédulité. « Et au lieu de fuir, vous l'avez présenté comme un grief budgétaire. »« La trahison est incroyablement coûteuse, votre grâce, » déclara Madeleine d'un ton neutre. « Je devais l'étouffer dans l'œuf avant qu'elle ne ruine mes projections trimestrielles. Cependant, nous avons un problème beaucoup plus important. » Garrick haussa un sourcil balafré. « Plus important que mon second qui tente de m'assassiner. »« Oui, » dit Madeleine en se retournant vers le tableau. « J'ai vérifié les pièces d'argent que Gideon a volées. Elles n'ont pas été utilisées pour engager des mercenaires Lycans. Elles ont été envoyées directement à la maison Croft. Mon père, le seigneur Edric, ne m'a pas seulement vendu pour payer ses dettes. Il m'a vendu pour obtenir un informateur à l'intérieur. Gideon travaillait avec lui. L'armée humaine de mon père est actuellement en train de remonter le col d'Etelgard pour massacrer votre meute pendant que vous êtes affaiblis par des conflits internes. Tout cela sous le prétexte de sauver sa fille tragique des bêtes sauvages. » L'expression de Garrick s'assombrit en un masque terrifiant de rage prédatrice. « Votre père a l'intention d'assiéger la porte du loup. »« En effet, » confirma Madeleine en ramassant son lourd registre. « Ce qui est extrêmement gênant, car j'ai prévu les réparations du toit pour demain. Nous devons nous en débarrasser rapidement. » À l'aube, le son perçant des corps de guerre résonna à travers les pics déchiquetés des montagnes d'Etelgard. Le seigneur Edric Croft était arrivé. Depuis les hauts remparts de la porte du loup, Garrick regardait l'armée humaine qui se massait dans la vallée en contrebas. Il y avait près de 2000 hommes, des fantassins lourdement armés, des archers et des engins de siège. La meute corne de fer était féroce, mais elle ne comptait à peine que 300 guerriers actifs. Un assaut direct se solderait par un massacre. Garrick ne portait pas d'armure, seulement du cuir épais et des fourrures. Il se prépara mentalement à la mort. Il se battrait jusqu'à ce que ses griffes se brisent et que son cœur s'arrête pour protéger son peuple. Il se tourna pour trouver Madeleine debout à côté de lui, sur le parapet glacé, bien emmitouflé dans ses 3 capes de laine, tenant une tasse fumante de thé noir. « Vous devriez être dans les cryptes, » ordonna Garrick, posant doucement une main massive sur son épaule. « C'est plus sûr là-bas. Quand les portes tomberont, ils viendront vous chercher. Dites à votre père que vous étiez prisonnière. Il vous épargnera. » Madeleine prit une lente gorgée de son thé, ignorant complètement sa résignation tragique et romantique. « Les portes ne tomberont pas, » dit Madeleine vivement. « J'ai fait renforcer les charnières mardi dernier,
et je ne parlerai certainement pas à mon père. Il me doit encore des arriérés de salaire pour l'audit de son domaine pathétique. Garrick fronça les sourcils, confus. Madeleine, ils sont 6 fois plus nombreux que nous. Ils ont des catapultes. Ils ont des catapultes positionnées directement au-dessus des cavités gelées du col Est, corrigea Madeleine, pointant un doigt ganté vers les formations ennemies. Une terrible erreur stratégique. Ils supposent que le sol est de la roche solide. Ce n'est pas le cas. C'est un réseau de grottes de calcaire creuses. Comment savez-vous cela? Parce que j'ai lu les rapports d'études géologiques datant de 2 siècles en essayant de localiser une source de puits appropriée, répondit Madeleine. Et parce que j'ai dépensé 60 pièces d'argent la semaine dernière pour acheter des explosifs de minage nains très volatiles aux marchands de l'Est. Garrick le fixa, ses yeux dorés écarquillés. Vous avez acheté des explosifs? Je l'ai documenté sous la rubrique des frais d'aménagement paysager, dit calmement Madeleine. J'ai demandé à vos gardes du périmètre de les enterrer sous les cavités il y a 3 jours, reliés à un fil-piège à distance actionné depuis la tour de guet inférieure. En bas dans la vallée, le seigneur Edric Croft était assis sur un étalon blanc, l'air arrogant et victorieux. Il leva son épée, faisant signe à ses archers d'avancer et à ses catapultes de charger leurs lourdes pierres. Madeleine leva sa main libre et fit un signe à un garde tenant un drapeau rouge sur le parapet. Le garde l'agita vivement. Loin en dessous, un lichen solitaire caché dans la tour de guet tira sur un lourd levier de fer. L'explosion fut magnifique. Ce ne fut pas un brasier ardent, mais une détonation assourdissante qui fit trembler la terre et déchira le substrat rocheux de la vallée. Les grottes de calcaire creuses sous l'armée humaine s'effondrèrent instantanément. Une tranchée massive s'ouvrit dans la terre, engloutissant les catapultes, les engins de siège et toute la ligne de front de l'avant-garde d'Edric, dans un nuage terrifiant de poussière, de neige et de roches pulvérisées. Le rugissement assourdissant résonna contre les montagnes, terrifiant les chevaux de la cavalerie humaine qui se cabrèrent et s'emballèrent, projetant leurs cavaliers lourdement armés dans la boue glacée. En quelques secondes, l'assaut hautement coordonné du seigneur Edric se transforma en une retraite chaotique et hurlante. Les soldats humains, réalisant que la montagne elle-même était piégée contre eux, laissèrent tomber leurs armes et s'enfuirent en bas du col dans une terreur absolue. Edric Croft, hurlant des ordres que personne n'entendait, fut projeté de son cheval et contraint de redescendre la montagne en boitant, humilié et complètement vaincu. Garrick se tenait sur le mur, paralysé par le choc. Le siège était terminé avant qu'une seule goutte de sang lichen n'ait été versée. Il regarda le cratère massif dans sa vallée, puis tourna lentement la tête pour regarder sa femme. Madeleine souffla doucement sur son thé, ses yeux gris glacial observant l'armée en retraite avec une profonde satisfaction. « Coût des pertes humaines, 0, murmura Madeleine pour elle-même, calculant mentalement les chiffres. Coût des dommages structurels, acceptable. Coût des explosifs nains, élevé, mais finalement un brillant retour sur investissement. Garrick ne put s'en empêcher. Pour la 2e fois depuis son arrivée, un rire énorme et retentissant éclata de sa poitrine. Il attrapa Madeleine par la taille et la souleva dans les airs, la faisant tourner sur le rempart glacé. « Posez-moi, votre grâce, vous allez me faire renverser mon thé », gronda Madeleine, bien que sa voix n'ait pas son tranchant habituel. Garrick la reposa doucement, mais ne relâcha pas sa taille. Il plongea son regard dans son visage anguleux et quelconque, complètement hypnotisé. Elle n'était pas une guerrière, elle ne maniait pas l'épée, ni ne commandait la magie, mais elle avait protégé sa meute avec une férocité qu'il n'avait jamais vue de sa vie. « Vous avez sauvé mon royaume », murmura Garrick, la voix épaisse d'émotion. « Vous avez sauvé mon peuple. »« C'est aussi mon royaume, Garrick », répondit Madeleine, levant les yeux vers lui, son cœur battant d'une étrange et totalement imprévue palpitation. « Et je refuse de laisser mon père ruiner mes bilans. D'ailleurs, qui crierait sur le personnel de cuisine si vous étiez tous morts? » Garrick sourit, un sourire sincère et chaleureux qui transforma complètement son visage balafré et terrifiant en quelque chose de beau, et a coupé le souffle. Il se pencha, son front reposant doucement contre le sien. « J'ai acheté une comptable », murmura doucement Garrick, son souffle réchauffant ses joues froides. « Mais le destin m'a donné une véritable reine. » Madeleine ne le repoussa pas. Elle se blottit dans sa chaleur, fermant les yeux pour un bref moment, hautement inefficace. « N'oubliez pas », murmura Madeleine en retour,
un léger sourire se dessinant enfin sur ses lèvres. « Vous me devez toujours l'argent pour l'encrier que Gideon a cassé. » Garrick rit de nouveau, la serrant fort contre sa poitrine, alors que la neige d'hiver commençait à tomber sur leur forteresse nouvellement sécurisée. Le roi Lycan du Nord avait payé pour une épouse pratique, mais il avait trouvé la seule femme capable de mettre de l'ordre dans son chaos, de la chaleur dans ses salles, et un sourire sincère sur son âme fatiguée. Les calculs froids de Madeleine ont-ils réchauffé votre cœur? Parfois, les plus grandes romances ne naissent pas de déclarations poétiques et de fleurs délicates, mais de respect mutuel, de survie partagée et d'un budget d'hiver parfaitement équilibré. Si vous avez apprécié ce conte du roi Lycan et de sa reine humaine impitoyablement pratique, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de romances fantastiques et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires palpitantes du Royaume du Nord. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel a été votre moment préféré.